Bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. 14 blessés, dont 6 évacués au SAMU municipal. C'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 5 étages sur la Corniche. Un immeuble dont la construction est arrêtée parce que oui, il s'agit d'un immeuble en construction. Instruction donc du sous-préfet de Dakar qui a fait le déplacement pour constater les dégâts. Dans cette édition, nous allons bien sûr parler de ce liquide précieux. Vous l'avez donc compris, il s'agit bien de l'eau. Le Sénégal, par la Société nationale des eaux du Sénégal, dévoile un plan directeur pour un accès universel à l'eau dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Nous y reviendrons. Ils ne vont finalement pas recevoir de fiches de parrainage et ce après avoir été déboutés par la Cour suprême. Ousmane Sonko de l'ex-parti PASTEF et compagnie avait introduit un recours suite au refus de la Direction générale des élections de leur donner des fiches de collecte de parrainage et pourtant leur conseil était bien confiant après la réquisition du procureur général. Vous comprendrez pourquoi dans cette édition. Comme chaque week-end donc, nous vous proposons la rubrique article de la semaine. À la une, la rentrée scolaire avec cette équation liée au déficit d'enseignants. Elhadji Malick Cissé nous parlera également des candidats à la candidature. Ils sont désormais plus de 200 et tous ont retiré leur fiche de parrainage à suivre en fin d'édition. Et ne quittez surtout pas le développement, c'est dans une poignée de secondes. Effondrement d'une dalle d'un immeuble donc de 5 étages, un drame qui a eu lieu sur la Corniche ce samedi. Pas de mort mais des blessés graves. 14 sont décomptés dont 6 évacués au SAMU municipal. Sur place, le sous-préfet de Dakar annonce l'arrêt des travaux puisque l'immeuble était en construction. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Sabel Olivia Diagne. Barres de fer, grues, le tout constitue l'été qui a causé l'écroulement d'un étage sur la Corniche. Les sapeurs-pompiers, la police ainsi que le corps médical sont à la rescousse des victimes. Le lieutenant Idrissa Moussa Soumaré de la 11e compagnie des sapeurs-pompiers parle de 14 victimes. Arrivé sur place, nous avons établi un point de regroupement des victimes et avons extrait une victime qui était sous les décombres par le biais de notre unité spéciale sauvetage d'éblément. Toutes les victimes ont été prises en charge à bord d'ambulances de 3 structures, de la BNSP, des SOS médecins et du SAMU. Nous avons un bilan de 14 victimes, dont 6 graves. Sur place, le sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo, donne les précisions sur l'accident. Ce n'est pas un bâtiment qui s'est écroulé, qui s'est effondré, mais c'est un échafaudage, n'est-ce pas, qui s'est écroulé au niveau du 5e étage. Alors, l'intervention des sapeurs-pompiers, sous la direction du commandant Diallo de Malick Sy, a permis quand même une organisation rapide des secours, n'est-ce pas? C'est ainsi que les blessés ont été acheminés dans les différents hôpitaux. Les travaux sont suspendus selon le sous-préfet qui annonce d'autres mesures. Après mesure, après donc j'ai suspendu les travaux pour ouvrir une enquête pour savoir ce qui est à l'origine de l'écroulement. Pour la deuxième mesure, on a mis des ceintures de sécurité afin que personne ne puisse dépasser les limites. Encore un accident sur un chantier, pas de mort que des blessés, ce qui repose le débat sur la sécurité et les mesures de prévention. Parlons de pêche à présent. Au Sénégal, le stock de poissons capturés baisse de façon drastique de jour en jour. Et pour les membres de la plateforme des pêcheurs artisanaux qui ont fait ce constat, les usines de farine en sont les principaux responsables. Ils demandent justement la fermeture pure et simple de ces usines. Suivons le reportage signé Muntaga Kana. Les impacts négatifs des usines de farine et d'huile de poisson sur la pêche artisanale ne sont plus à démontrer. En plus de la rareté des ressources, les membres de la plateforme des pêcheurs artisanaux tiennent ces usines pour responsables de l'émigration clandestine. On peut dire qu'effectivement les usines implantées au niveau du Sénégal ont des impacts très négatifs par rapport aux populations sénégalaises parce qu'on est presque plus de 16 millions d'habitants et on s'est rendu compte que d'année en année on est en train de perdre les ressources, le stock est en train de s'effondrer. Donc c'est dû à cause des usines de farine de poisson qui sont implantées, qui sont presque au nombre de 11 au niveau du Sénégal.
et que même nos braves femmes, la transformatrices qui travaillent sur la transformation n'arrivent plus à avoir ces usines de farine de poisson. Et même, on peut parler même de l'immigration clandestine et pour le lier avec ces usines de farine de poisson. Le stock de poissons débarquant au Sénégal a largement baissé pour les mêmes raisons, nous dit-il. Parce que l'année dernière, ça fait 2 ans, il y avait plus de 5035 tonnes qui ont été débarquées au Sénégal. Et ça fait 1 an, ça fait moins de 300 000 tonnes qui ont été débarquées au Sénégal. Donc eux, quand ils disent ça, ils ne savent pas que le stock est en train de s'effondrer. Et en tout cas, un de ces causes, ça fait partie de ces usines de farine de poisson. Ces pêcheurs réclament la fermeture de ces usines. Ces usines-là, il faut les arrêter. Il faut même vraiment, on parle plus d'implanter d'autres usines, mais arrêter définitivement ces usines qui sont déjà implantées au niveau du Sénégal. Le collectif Tahawu Kayar, qui a attrait une usine de farine de poisson en justice, est selon eux un exemple à suivre par l'ensemble des acteurs dans la lutte contre ces usines. C'était bien donc le compte rendu signé Muntaga Kane et Momodouba. Et justement, l'implantation des usines de farine et d'huile de poisson ne rencontre pas l'adhésion des acteurs de la pêche. Et c'est dans le but de les outiller davantage dans ce combat que le projet Notre Poisson de Greenpeace Africa leur a organisé un atelier de renforcement de capacité sur les textes réglementaires concernés. Abdoulaye Ndiaye est le chargé donc de campagne océan à Greenpeace Africa et il est au micro de Muntaga Kane et Momodouba toujours. C'est un travail que nous faisons dans le cadre du projet Notre Poisson. Et dans le cadre de ce projet, nous devions accompagner les acteurs de la pêche au niveau de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie pour qu'ils puissent mieux maîtriser les textes réglementaires encadrant l'implantation des usines de farine et d'huile de poisson au niveau de ces 3 pays, je veux dire la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie. Donc c'est dans ce cadre-là que nous appuyons aujourd'hui l'organisation appelée PAPAS, la plateforme des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal, pour qu'ils puissent mieux maîtriser les textes réglementaires, mais en dehors de cette plateforme, appuyer aussi toutes les autres coalitions qui luttent contre les usines de farine et d'huile de poisson au Sénégal. Le travail que nous faisons, nous appuyons les communautés. Et nous voyons que depuis quelques années, les communautés, aussi bien au Sénégal que dans les autres pays, continuent de dire qu'ils ne voient plus le poisson. Et effectivement, dans les données de l'État, on voit que les poissons baissent de plus en plus. La collaboration de toutes les collectivités locales dans la région de Kaolack est la solution pour taire les conflits donc entre éleveurs transhumants et agriculteurs. Et selon les maires rencontrés par notre correspondant à Kaolack, l'arrivée des transhumants ne doit pas être autorisée avant le 31 janvier et c'est pour protéger donc les récoltes. Suivant ce reportage signé Sékou Diallo. Pour faire face aux conflits entre éleveurs et agriculteurs liés à la transhumance, les collectivités locales prennent des initiatives dans la région de Kaolack. On doit réglementer la circulation des transhumants à l'intérieur du pays. Bien vrai que la libre circulation est autorisée par la loi, mais ce que nous voulons, c'est ce qu'ils attendent jusqu'à la fin des récoltes pour qu'ils puissent venir au Saloum. Et le 31 janvier peut être une date qui fixe la fin de ces travaux. Du côté de Prohan, c'est la même situation. Il est inacceptable de voir ces transhumants dans la commune avant le 1er janvier. Nous sommes tous des Sénégalais et nous savons qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens. Mais si cette libre circulation peut entraver à la liberté, peut causer des morts, peut causer des choses que nous ne souhaitons pas pour notre commune, nous avons jugé nécessaire de dire que pas de transhumants dans la commune de Prohan avant le 1er janvier pour protéger les cultures, pour protéger la population. Des initiatives de dialogue et de médiation sont aussi préconisées. La création de comités locaux pour faciliter la communication et trouver des solutions pacifiques. La communication avec les communautés peut être une solution à ces difficultés. Quand ils arrivent, ils viennent en masse et dans plusieurs communes. Donc toutes les communes doivent collaborer. En cette période de récolte, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont très récurrents au Saloum. Du coup, la régularisation de ce phénomène doit être de rigueur pour éviter des confrontations violentes entre éleveurs et agriculteurs.
Et de Kaolack, nous nous rendons à Thiès pour parler du liquide précieux. La SONES dévoile le plan directeur du Sénégal pour l'eau, donc d'ici à 2050. Il s'agit d'un programme visant à doter le triangle Dakar, Thiès et Mour en eau potable en quantité et en qualité. Et de plus, l'utilisation de certaines sources telles que le fleuve Sénégal ou le fleuve Gambie pour étendre le projet à de nombreuses localités du pays est envisagée. Charles Fall était justement accompagné du directeur de l'expertise en eau de la Banque mondiale qui était justement en visite sur le site des réservoirs de la SONES à Thiès. Suivons le compte rendu de Isidore Alexandre Sena. Le directeur du pôle mondial expertise en eau de la Banque mondiale n'a pas manqué lors de cette visite de citer en exemple les performances du Sénégal dans le secteur de l'eau. Une remarque prise avec beaucoup de modestie par le directeur général de la SONES. Nous avons été une grande satisfaction de la part du directeur pôle expertise eau de la Banque mondiale, qui d'ailleurs nous a fait savoir que pour les assemblées générales à venir, que le Sénégal fait partie des pays qui se sont fait le plus distinguer en matière de politique en eau. Que le Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général qui a le plus initié d'actions et de programmes visant à renforcer l'alimentation en eau potable, mais surtout l'accès à l'eau potable de ces populations. Charles Fall dévoile le plan directeur du Sénégal dans la gouvernance de l'eau d'ici à 2050. Notamment également booster le rythme de réalisation des infrastructures de dessalement d'eau de mer. C'est ainsi que nous sommes en train de travailler sur une très grande usine d'une capacité de 400 000 ici au niveau du lac Rose. Un grand transfert d'eau d'une capacité à peu près de 1 800 000 mètres cubes d'eau brute depuis le lac de Guerre ou le Ferlo ou vers Sambangalou également, en tout cas entre fleuve Sénégal et fleuve Gambie. Autre défi, la résilience face aux changements climatiques qui vont impacter le secteur. Dans le cadre de la stratégie, il y a même un programme de sauvegarde des nappes. Quand on parle de sauvegarde des nappes, c'est qu'on va plus épargner les eaux souterraines et privilégier les eaux de surface. Les réservoirs du plateau de Fandène, financés par la Banque mondiale, sont en train d'être renforcés par deux autres réservoirs d'une grande capacité. Cette fois-ci, le bailleur de fonds est la Banque islamique. Éducation à présent ou enseignement supérieur, si vous le voulez bien, pour parler donc de ce communiqué du Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui s'est réuni donc hier vendredi 6 octobre 2023 sous la présidence du recteur professeur Amadou Alimbeya et après examen et analyse de la situation conformément au calendrier établi lors de la séance du 12 juin 2023. Le Conseil académique a pris les décisions suivantes: la reprise des enseignements en présentiel dans les meilleurs délais, les prestations du COUD restent suspendues jusqu'à nouvel ordre et la tenue de discussions jusqu'à mi-octobre avec les amicales des étudiants au niveau des établissements afin de bâtir des consensus forts nécessaires à un climat apaisé. La poursuite en distanciel des activités de remédiation ou d'évaluation pour les établissements qui le souhaitent. Et le dernier point de ce communiqué, la convocation d'une séance élargie du Conseil académique au plus tard le 31 octobre pour fixer les modalités d'une reprise effective des activités pédagogiques en présentiel. Un communiqué signé donc le président du Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Ahmadou Alimbeya. Et parlons à présent donc de politique. Dans ce chapitre politique donc de ce journal, c'est désormais confirmé. La Cour suprême a finalement rejeté ce vendredi la demande d'Ousmane Sonko et de ses avocats sur le refus de la Direction générale des élections de ne pas remettre à son mandataire du parti dissous une fiche de parrainage. Une décision qui surprend les conseils d'Ousmane Sonko après la réquisition du procureur général qui a soutenu que l'administration ne peut pas, dans cette procédure en tout cas, être juge et partie. De son côté, le ministère s'est fondé sur l'article 29 qui concerne les inscriptions et non les radiations. Suivons tout cela dans ce compte rendu signé Ami Diouf et Moussa Falla.
réquisitoire du procureur général avait pourtant donné espoir aux avocats d'Ousmane Sonko, mais finalement, seule la recevabilité a été acceptée par le juge. Maître Ciré Clédor Ly, très déçu, exprime sa colère. Malgré aussi que dans son raisonnement, le juge ait retenu le caractère urgent, qu'il ait reconnu que c'est une liberté fondamentale et qu'il y avait aussi une atteinte, comment dirais-je, il est illégal, n'est-ce pas, si en fait l'administration a eu à le faire sans base juridique. Le juge déclare la requête de Sonko recevable, mais rejette la requête en référé liberté, une décision surprenante pour les avocats du maire de Ziguinchor. À la fin, nous avons été surpris que la décision soit rejetée en se fondant sur le fait que la décision de la direction des élections, générale des élections, avait le pouvoir de refuser de délivrer les fiches de parrainage, alors que seul le Conseil constitutionnel peut s'appuyer sur la question de la validité ou non d'une candidature. Le magistrat a même contesté avec des arguments juridiques la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. C'est pourquoi ses avocats déclarent que cette décision est injuste. Ils ne comptent pas laisser l'affaire. Ils attendent la décision de la CEDEAO. Nous l'avions demandé de statuer sur l'urgence. Il a refusé de statuer sur l'urgence. Mais le fondement de la radiation, c'est en fait la contumace. Donc c'est le contentieux, effectivement, des radiations. Ce contentieux est porté devant le tribunal compétent de Ziguinchor qui va statuer. Et il y a cette question. Le référé liberté visant à obtenir les fiches de parrainage pour Ousmane Sonko a été déposé le lundi 2 octobre devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ce vendredi, la Cour suprême a rendu son verdict, un énième revers judiciaire pour Ousmane Sonko et ses partisans. Pendant ce temps, les parents des détenus dits politiques décrivent leur calvaire. Face à la presse donc, ce matin, ils ont expliqué qu'il leur est impossible de voir leurs enfants. Ils se sont organisés en collectif et appellent l'État à avoir de la pitié et à vider les dossiers. Suivant Ibrahim ou bien Souleymane Djim, c'est leur porte-parole. Il est joint au téléphone par iRadio. C'est tellement pénible, c'est tellement difficile. Pour les familles des détenus, chaque 15 jours, c'est-à-dire chaque deuxième vendredi, ils ne travaillent pas. Ils passent la journée devant Rebeuss. Ça, c'est un calvaire. Le deuxième calvaire des familles des détenus, c'est quand ils amènent la nourriture pour leurs enfants. Déjà, vous attrapez des enfants, vous les mettez en prison. Vous ne pouvez pas leur assurer une nourriture de qualité. Mais les parents des détenus vivent un calvaire extraordinaire. En plus de ça, des fois, vous amenez de la nourriture pour votre enfant, mais il ne le reçoit pas. Pas plus tard que hier, moi, mon frère, je lui ai amené de la nourriture avec des boissons et des mouchoirs au niveau du pavillon spécial. Pour quelqu'un qui est malade, on l'amène de la nourriture. Mais donnez-lui sa nourriture, on lui donne simplement le plat, on garde le jus et les mouchoirs. Quand il m'appelle, il me dit, est-ce que tu m'as amené à manger? J'ai dit, j'ai amené ça et ça et ça. Il dit, j'ai reçu que la nourriture. J'ai dit, où est passé le jus et les mouchoirs? Il faut les réclamer ça. L'État doit avoir pitié de nos frères et sœurs. Ceux qui sont là-bas, c'est des humains. Ceux qui sont là-bas, c'est des personnes. On ne gouverne pas un peuple pour l'opprimer. Quand on gouverne un peuple, c'est pour le servir. Nous demandons à l'État de nous servir, de servir à nos frères et sœurs la liberté. Ils sont fatigués. Les dossiers qu'ils ont mis en instruction, c'est jusqu'à quand? Chaque parent qui cite, tu as l'impression d'oublier ton cas. Mais il y a plus de 1000 et quelques personnes. Que l'État ait pitié de ces familles-là. Que l'État ait pitié de ces enfants-là. Parce que pour développer ce pays, on ne peut pas développer ce pays sans ces enfants. Parce que parmi eux, c'est des cadres. C'était bien donc Souleymane Djim à l'image, le visage renfrogné qui invite l'État à avoir de la pitié et à vider les dossiers des détenus dits politiques. Une virée à l'international pour parler un peu des moins de 70 morts israéliens dans l'attaque du Hamas, 232 morts côté palestinien ce samedi dans la bande de Gaza, dans la flambée donc de violence provoquée par une offensive du Hamas contre Israël. Ceci a été suivi de frappes aériennes israéliennes selon le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir de Gaza, selon des comptes arrêtés à 20h heure locale et 18h
En temps universel, on décompte on dénombre 232 martyrs, on dénombre, je cite, 232 martyrs et plus de 1000 personnes souffrant de divers types de blessures, indique donc le ministère du mouvement islamique palestinien. Place à présent à la rubrique article de la semaine. Au menu de l'actualité de la semaine, la rentrée scolaire avec l'équation du déficit des enseignants. Le rush noté à la Direction générale des élections pour le retrait des fiches de parrainage. On parle désormais, tenez-vous bien, de plus de 200 candidats à la candidature. La presse est largement revenue aussi sur les dettes ou la dette donc du Sénégal qui est toujours soutenable selon le ministre des Finances et du Budget avec 68,2% l'exploitation des ressources minières. Suivons les détails avec El Hadj Malick Cissé. Le quotidien pose l'équation du déficit d'enseignants. L'enclavement de certaines zones de la carte scolaire et le déficit d'enseignants constituent la plus grosse préoccupation des responsables éducatifs, observe-t-il en donnant l'exemple du département de Goudiri. Walf Quotidien constate qu'il y a eu une rentrée scolaire à plusieurs vitesses. La région de Ziguinchor étant confrontée au déficit d'enseignants, les vacances étant prolongées dans certaines écoles du département de Podor. S'y ajoute la polémique sur les frais d'inscription des élèves, lit-on dans le même journal. Sud Quotidien parle d'une rentrée scolaire à géométrie variable. Le journal du groupe Sud Communication signale une présence timide des élèves dans certaines écoles. Le déficit d'enseignants plombe la rentrée scolaire à Matam, constate Sud Quotidien. Vox Populi annonce le lancement d'une pétition contre la Sénélec, la Société nationale d'électricité. Les signataires de la pétition qui décident de la déposer à la Direction générale de la Sénélec et à la médiature de la République réclament une tarification transparente de l'électricité. Le quotidien national Le Soleil parle de l'extraordinaire rush noté à la Direction générale des élections pour le retrait des fiches devant porter les parrainages des candidats. Selon le journal, au moins 190 prétendants au mandat présidentiel ont retiré des fiches de collecte de parrainage auprès de la DGE, Direction générale des élections. Le parrainage n'est pas la solution à l'inflation de candidatures, soutient l'un des candidats à la candidature, El Hadj Ibrahima Sall, dans une interview publiée par Besbi Le Jour. À Yewwi Askan Wi, la coalition de partis politiques dont Ousmane Sonko est l'un des leaders, c'est chacun pour soi, observe Walf Quotidien. Fini la solidarité entre alliés de Yewwi. Les membres de la coalition sont entrés dans une phase de rivalité. Chaque formation politique cherche ses propres parrains, à commencer par l'ex-parti PASTEF qui demande à ses militants de ne pas parrainer les alliés. Lit-on dans Walf Quotidien. L'Observateur évoque le pacte d'engagement éthique et politique conclu entre le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, et les leaders des partis membres. L'info souligne les craintes soulevées par certains mandataires de candidats. La collecte des parrainages est lancée. Déjà, des mandataires craignent que les doublons invalident certaines candidatures, écrit le même journal. Les entreprises minières s'enrichissent, les populations s'appauvrissent, titre l'info. Le journal ajoute « C'est inacceptable pour Amadou Ba ». Le Premier ministre s'est inquiété de la qualité du niveau de vie des populations vivant près des zones minières à l'occasion d'un salon international des mines à Diamniadio. Pour Amadou Ba, l'exploitation des ressources minières doit impérativement s'accompagner d'un mieux-être des communautés vivant dans les zones minières, note le quotidien. Le Premier ministre veut que les jeunes et les communautés puissent tirer profit des retombées de l'exploitation minière, rapporte Besbi Le Jour. Amadou Ba tense les sociétés minières, lit-on sur la une du quotidien Le Témoin. Enquête fait état des nouvelles exigences d'Amadou Ba pour les compagnies minières. L'État a décidé de réparer sa machine budgétaire avec une partie de son budget de plus de 7 000 et quelques milliards de francs CFA prévue pour l'année 2024 selon Le Soleil. En ce qui concerne les impôts, les pouvoirs publics vont s'atteler à la réactivation de la brigade de contrôle mixte contre les mauvais payeurs, ajoute le journal.
L'AS évoque les assurances données par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. La dette du Sénégal est soutenable et le secteur bancaire est plus que solide, rapporte l'AS en citant Moustapha Ba, lequel a tenu à rassurer tout le monde lors d'une réunion du Conseil national du crédit. Le Sénégal continue à bénéficier de la confiance de ses partenaires. Note Libération, qui tient ses propos du ministre des Finances et du Budget. Et c'est cet élément qui met un terme à ce rendez-vous avec l'information, à ce journal que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Excellent suite des programmes, en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs, et surtout, prenez soin de vous.